Inspiration. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Pas d'épisode sur un bouquin en particulier, on va aborder un autre sujet, toujours dans le domaine des livres. Et j'ai envie de vous parler des trucs qui nous énervent avec la lecture, les livres, le monde de la littérature, le monde des maisons d'édition et tout le tralala. Parce qu'évidemment, alors on adore lire, je pense que vous l'avez compris, c'est une chose, on peut apprendre tout un tas d'éléments, on peut découvrir un monde fantastique bien sûr, mais putain, parfois on dirait vraiment que tout l'univers conspire pour faire en sorte qu'on ne lise pas, et j'inclus là-dedans tous les acteurs du monde du livre. Alors aujourd'hui, je suis pas content, on va se plaindre. J'ai pas d'épisode écrit en particulier, j'ai une liste d'éléments que j'aimerais aborder, on va voir ce que ça donne. J'ai essayé quand même de construire mes petits éléments pour qu'il y ait une logique dans tout ça, mais on va y aller au feeling et je suppose que ce sera très bien. Commençons par le début, on va parler de l'objet en tant que tel, le livre. Vous le savez probablement, il y a grosso modo deux types de livres. Il y a les livres brochés et les livres reliés. Les livres brochés, ce sont ceux dont les pages sont attachées entre elles, attachées, c'est marrant comme mot, sont attachées entre elles en étant collées. Grosso modo, pour les distinguer dans le commerce par exemple, c'est ceux qui n'ont pas de couverture cartonnée, épaisse et rigide. Les livres brochés, il y a un truc que je ne supporte absolument pas, c'est les pages qui s'arrachent dès qu'on l'utilise. Il y a un problème avec la colle, j'en sais rien, mais c'est pas possible d'acheter un livre, tu l'ouvres à peine, tu casses la tranche ou pas d'ailleurs, nouveau débat, est-ce qu'on doit casser la tranche ou pas. Tu ouvres le livre, les pages, elles s'envolent, elles vivent leur vie, ça y est, elles sont parties, on les voit plus, et du coup on ne connaît pas la suite de l'histoire. Parce que tout simplement le livre à peine ouvert, les pages tombent. Ça, c'est pas possible, il faut faire quelque chose les gars. Et attention, ce que je dis là, c'est essentiellement pour les livres brochés, mais c'est aussi valable parfois pour les reliés. Je pense notamment à certaines bandes dessinées que j'ai pu lire quand j'étais un peu plus jeune. On ouvre la bande dessinée et il y a les pages qui se barrent, c'est pas possible. Encore plus quand c'est une bande dessinée, parce que du coup les dessins n'ont plus aucun sens. Si on est là en train de faire un puzzle, c'est marrant, mais si on mélange les pages, c'est un tout nouveau type de livre. Le premier point, c'est fait. Maintenant, on va parler des couvertures. Les couvertures, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un phénomène de couverture nulle. J'ai pas d'autre mot, c'est vraiment les couvertures qui sont nulles. C'est-à-dire qu'elles n'ont absolument aucun rapport entre l'image, le dessin qui nous est présenté. On a un truc hyper random ou une photo libre de droit ou je sais pas quel truc sorti du chapeau de je sais pas qui est nul. En fait, c'est nul, c'est posé là et ça sert à rien, ça ne sert pas l'histoire, ça ne sert pas le livre, on ne sait pas mieux de quoi le livre nous parle, on ne sait pas à quoi ça fait référence dans le livre, parce que ça pourrait être un élément donné, une signification, une symbolique, et là on n'a rien. Alors pourquoi faire ça? Autant mettre juste le titre sur la couverture et basta, plutôt que de vouloir mettre une image qui sort du chapeau, ça ne sert à rien. De la même façon, sur les couvertures, on a parfois la photo de l'auteur. Alors, évidemment qu'une fois qu'un auteur commence à être reconnu et commence à faire des ventes, eh bien forcément on le met en avant, mais par contre, à quoi ça sert? Ça ne sert absolument pas l'histoire, c'est-à-dire qu'on voit la grosse tête du mec qui a écrit le livre, ça ne sert strictement à rien, et je suis même pas sûr que d'avoir la grosse photo de la personne qui a écrit le livre permette de vendre plus de livres en question. Puisque de toute façon, généralement, les auteurs pour lesquels on appose la photo sur la couverture, ce sont des auteurs qui font des ventes. Donc, ok, c'est bien de pousser les auteurs qui font des ventes, mais le forcing, ça va 2 minutes. Et puis, dans l'absolu, si vraiment on cherchait à avoir quelque chose qui soit un petit peu plus discret et peut-être un petit peu plus élégant, il y a des auteurs qui vendent énormément et pour lesquels on n'a pas de photo. Je pense notamment à Elena Ferrante, qui est un ou une ou un groupement d'auteurs, quoi qu'il en soit, les ventes sont présentes et on n'a pas besoin de photos. Je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant de concevoir le livre comme un objet dans son ensemble et d'avoir vraiment un travail sur tout le produit. Il peut y avoir même un intérêt marketing, puisqu'on parle de vente, à avoir un livre qui est vraiment travaillé de A à Z, depuis sa couverture, sa tranche, sa quatrième de couverture et bien évidemment l'intérieur, en se disant qu'il y a une continuité dans tout l'univers qui nous est proposé par l'auteur, avoir un vrai ouvrage qui soit agréable à voir, en plus d'être, on l'espère, agréable à lire. Je continue sur la partie externe. J'évoquais à l'instant la quatrième de couverture. Je comprends, pour les livres très connus, qui sont considérés comme classiques, qui ont fait énormément de ventes, qui sont entrés dans la culture populaire,
qu'on ne mette que des extraits. J'entends bien, pourquoi pas. Mais première chose, possiblement, ça n'est pas parce que c'est considéré comme classique ou que ça a été popularisé et que tout le monde connaît, donc on se prive potentiellement d'un lecteur. Deuxièmement, quand on choisit un extrait, il faut vraiment le choisir de façon adéquate, sinon ça ne sert à rien. Ok, c'est supposé être un passage qui est connu du grand public, mais si moi je ne connais pas l'auteur, ou j'ai juste entendu parler de l'auteur ou du titre du livre, mais que je ne connais pas l'histoire, à quoi ça sert de me mettre un extrait qui ne présente absolument rien et qui est purement anecdotique? Il faut faire un travail là-dessus parce que vraiment c'est énervant et voilà, je m'énerve. Bien évidemment, pour les livres qui sont un petit peu moins connus ou qui seraient un petit peu plus niches, il faut aussi faire cet effort parce que c'est absolument pas possible d'avoir des extraits qui ne veulent rien dire et qui n'informent en rien du contenu de livre. Et pour que ce soit un peu plus clair, je vais vous prendre 2 exemples. J'ai à côté de moi 2 livres que j'ai lus et je vais vous lire les 4e de couverture. Premier livre. Vers 1860, pour sauver les élevages de vers à soie contaminés par une épidémie, Hervé Joncourt entreprend 4 expéditions au Japon pour acheter des œufs sains. Entre les monts du Vivarais et le Japon, c'est le choc de 2 mondes, une histoire d'amour et de guerre, une alchimie merveilleuse qui tisse le roman de fils impalpables. Des voyages longs et dangereux, des amours impossibles qui se poursuivent sans jamais avoir commencé, des personnages de désir et de passion, le velours d'une voix, la sacralisation d'un tissu magnifique et sensuel, et la lenteur des saisons et du temps immuable. Cette 4e de couverture, c'est celle du roman Soi d'Alessandro Baricco, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est très court et qui se lit très facilement, je vous le recommande. Cette 4e de couverture, elle est très explicite, on sait immédiatement de quoi ça parle, on a un personnage, il va aller au Japon, il y a une histoire d'amour qui se glisse dans tout ça, il y a des allers-retours, il y a du voyage, on comprend globalement de quoi il est question. Je vous donne un 2e exemple. Et en l'occurrence, ce 2e exemple, c'est un extrait du roman qui est directement proposé en résumé en 4e de couverture. Je vous lis. Vous ne savez pas ce qui est arrivé? Tous les moteurs d'avion se sont arrêtés hier à la même heure, juste au moment où le courant flanchait partout. Tous ceux qui s'étaient mis en descente pour atterrir sur la terrasse sont tombés comme une grêle. Vous n'avez rien entendu là-dessous? Moi, dans mon petit appartement près du garage, c'est bien un miracle si je n'ai pas été aplati. Quand le bus de la ligne 2 est tombé, j'ai sauté au plafond comme une crêpe. Allez donc jeter un coup d'œil dehors, vous verrez le beau travail. Cette 4e de couverture que je viens de vous lire, c'est la 4e de couverture de Ravage, de René Barjavel. J'en ai parlé un petit peu dans notre starter pack sur les romans dystopiques. J'ai adoré ce roman. Si je vous lis uniquement cette 4e de couverture, vous n'avez pas la moindre idée de quoi il s'agit. Ok, l'électricité a flanché quelque part. Il y a des avions qui sont tombés par terre. Ok, mais quelle est l'histoire? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi, en lisant seulement cet extrait, j'aurais envie de me taper 300 pages? Ça n'a pas de sens, ça n'a strictement aucun sens et il y a un travail qui aurait dû être fait pour approfondir et pour expliquer, ok, on a une coupure de courant, ok, il y a des avions qui tombent et il y a un bus qui se casse la gueule, je sais pas quoi. C'est super, mais de quoi on parle? Parce que là, le roman est absolument pas mis en valeur et on n'a pas envie de le lire, très honnêtement, quand on lit ce truc-là. Donc c'est très dommage et ça aussi, c'est un point qui m'énerve. On reste sur la 4e de couverture. Il y a une 2e chose qui n'est pas possible, ce sont les extraits de critiques de magazines. Il y a un moment, si on veut mettre des extraits de critiques de magazines, on fait un effort de cohérence, parce que vraiment, ça va pas du tout. Évidemment, c'est pas le cas partout, mais je pense qu'on peut faire en sorte d'homogénéiser les choses. Ça, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode « Le sommeil est un trésor » où on parle du bouquin qui s'appelle « Pourquoi nous dormons ». Sur la 4e de couverture de « Pourquoi nous dormons », il y a marqué « Insomniaque de tout pays, lisez ce livre ». Et c'est un extrait d'une critique de magazine. Comment un magazine qui est supposé avoir reçu le livre, qui est supposé avoir analysé ce livre et en avoir pondu une critique, peut raconter des bêtises à ce point? La personne qui a écrit ce commentaire n'a absolument pas lu le livre. Ou alors, il y a une critique qui a été faite plus approfondie, plus détaillée, et l'éditeur a choisi de prendre juste cette phrase. Sauf qu'en prenant juste cette phrase, ça n'a strictement aucun lien et aucune cohérence avec ce qui est présenté dans le livre. Donc à un moment donné, on fait un effort de cohérence et on prend ce qui a un lien avec le bouquin. Dans la continuité de ces critiques ou de ces extraits de magazines, il y a quelque chose que l'on voit parfois, ça se voit surtout sur les ouvrages qui sont plutôt du côté anglo-saxon. C'est un truc qui m'agace et en l'occurrence, il s'agit des extraits de citations de personnalités
qui sont souvent les copains de l'auteur, et c'est intéressant d'utiliser leur influence entre guillemets pour vendre le livre, mais de la même façon que pour le point précédent, faites un effort les gars. Pourquoi faire ça? Est-ce que ça a un intérêt d'un point de vue commercial et marketing? J'en suis même pas sûr. À nouveau, de marquer Jean-Michel Untel a adoré mon livre, je ne suis pas sûr, et en l'occurrence, je ne vous parle pas de ce qu'on appelle le blurb. Le blurb, c'est, vous savez, cette petite étiquette, généralement, qui est mise devant le livre avec une citation d'un auteur. Là, je parle vraiment d'un auteur qui va dans son supermarché, qui regarde ses potes les plus influents ou les personnes qui, soi-disant ou théoriquement, auraient lu le livre et qui, là, vont faire une critique sur le livre qui doit tenir en 2 phrases maximum, pour pouvoir dire « Vraiment, tu es un auteur formidable, ton livre est incroyable ». Alors c'est peut-être le cas, peut-être que le livre est incroyable, que le propos est incroyable, que l'auteur est incroyable, que tout le monde est incroyable, mais la question c'est est-ce que ça sert le livre? Est-ce que ça sert l'image de l'auteur? Je n'en suis absolument pas sûr, et si tel est le cas, il faut encore une fois s'assurer qu'il y ait une cohérence entre le propos qui est tenu et l'image générale, le contenu du livre et ce qu'on veut transmettre au lecteur, qui est quand même théoriquement supposé être le destinataire principal du livre en question. Bon, je pense que là déjà on est pas mal sur tout ce qui est extérieur, maintenant entrons rapidement dans le cœur. Là aussi j'ai quelques remarques, ça m'agace, il faut en parler. Première chose, la qualité du papier. Pourquoi vous faites ça? Et je vous parle pas des éditions qui utilisent ce qu'on appelle le papier Bible, en l'occurrence je parle notamment d'une édition comme la Pléiade, avec un papier très spécifique, avec une qualité particulière et qui en fait, la Pléiade, c'est plus un objet de collection qu'un livre que l'on consomme et que l'on va lire et que l'on va pratiquer au quotidien. Là, je parle vraiment d'une qualité de papier qui est complètement médiocre, qui ne doit pas être faite. C'est-à-dire qu'on est sur un grammage papier qui est hyper léger, un papier qui est de très mauvaise qualité, qui est quasiment transparent, avec même parfois une encre qui est déjà ou quasiment déjà effacée par endroits, avant même que le livre ait vécu. S'il vous plaît, pourquoi est-ce que vous faites ça? Vraiment, il faut arrêter. Moi, j'achète un livre pour le lire. Si j'ouvre le livre, que le livre est complètement dégueulasse et que le papier est même pas plus respectable qu'une pub de supermarché qu'on aurait glissé dans ma boîte aux lettres, à quoi ça sert que j'ai dépensé 10 € pour pouvoir l'acheter? Vraiment, aucun intérêt. Donc, il y a vraiment également ici un effort à faire sur certains points quant à la qualité du papier. Maintenant, toujours dans le cœur du livre, je parle de la mise en forme. Alors la mise en forme, c'est un sujet dont j'ai déjà un petit peu parlé dans l'épisode qui s'appelle « Votre attention et votre super pouvoir ». C'est un épisode que j'ai fait sur le dernier livre de Fabien Olicard qui parle justement de l'attention. La mise en forme, c'est quelque chose qui est très important. Les marges que l'on a au-dessus, en dessous et sur les côtés, l'espacement interligne, la mise en page plus généralement avec, en fonction de ce que l'auteur a prévu, des sauts de ligne, des indentations et même plus généralement un chapitrage s'il y en a un. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour permettre une expérience de lecture qui soit agréable, pour permettre à un lecteur de vraiment avoir du plaisir à ouvrir le livre, à le lire, à le parcourir et même plus généralement à passer du temps, à revenir en arrière, etc., etc. Et même plus largement, quand vous avez un format de lecture qui revient à prendre des notes, qui est une lecture plus active, comment on fait? Comment on fait si en fait il n'y a pas de place et que à peine j'ouvre le livre, j'ai l'impression de me sentir agressé par des lignes et des lignes de mots? Comment je fais? C'est pas possible. Donc à nouveau, pour que l'ouvrage soit apprécié, appréciable, il faut faire un effort sur cette dimension-là également. On va prendre un peu plus de perspective et je vais vous parler maintenant des lecteurs. Parce que oui, il peut y avoir un problème avec certains lecteurs. Le premier problème, c'est le mépris. Le mépris que j'ai envie de qualifier de classe entre les lecteurs qui prônent la littérature classique versus le reste du monde. C'est nous contre vous tous. Alors, à nouveau, je ne vais pas rentrer dans le débat de tous les livres se valent, parce que ça n'est pas le cas, mais il y a un moment, il faut quand même être un petit peu intelligent. C'est-à-dire que dénigrer le reste de la littérature qui ne serait pas considérée comme classique juste par principe, ça ne sert à rien. C'est complètement débile, c'est une position qui est celle d'un abruti. Il faut avoir une approche qui fait preuve de nuance, c'est-à-dire que peut-être que votre petit dada, c'est la littérature classique, et très bien, soit, pas de problème, mais peut-être qu'il y a des choses aussi intéressantes à aller piocher ailleurs. Ce n'est pas parce qu'un roman
est un roman dit populaire qu'il est mauvais. Ce n'est pas parce qu'un livre est de la non-fiction qu'il ne doit pas être lu. Non, il faut avoir une approche intelligente du sujet et réussir à dépasser des éventuels a priori et ne pas se mettre des œillères et ne jurer que par un seul et unique truc. Évidemment, la qualité de la prose de l'auteur, etc. variera peut-être, mais vous aurez éventuellement la possibilité d'ouvrir le champ des possibles et de vous construire un avis, une opinion, de construire une façon de penser, de construire un avis critique et une logique de fonctionnement, au-delà de se dire, bon, si c'est pas du Balzac ou si c'est pas du Zola, je ne lis pas. Ça n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, je pourrais vous raconter un certain nombre d'anecdotes, mais ça, je me les réserve pour un autre épisode où on traitera probablement de la culture générale dans son ensemble, parce que vous avez une posture d'une certaine typologie de personnes qui rejoint ce que je viens un petit peu de vous donner. C'est un épisode qui viendra. Dans la continuité, il y a aussi un autre comportement qui dessert tout le monde. C'est le dénigrement d'une certaine classe de lecteurs. En l'occurrence, je pense notamment aux jeunes. Les jeunes ne lisent pas. Alors, c'est peut-être vrai que le marché, d'un point de vue purement économique, est en baisse, et on est 100% d'accord pour dire qu'il y a un problème avec l'attention, avec la consommation des contenus sur les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit. Cela étant dit, il y a quand même une portion non congrue de la population dit, entre guillemets, des jeunes, qui lisent. C'est simplement que les moyens de lecture et les canaux d'acquisition de la lecture sont différents. La plateforme Wattpad en est sans doute un très bon exemple. Vous avez un certain nombre d'auteurs qui sont complètement inconnus, qui ont sans doute un pseudonyme un peu farfelu comme nom d'auteur, mais qui proposent à un certain public un type de littérature. Alors évidemment, ça ne vous parlera peut-être pas à vous, évidemment, à nouveau, tous les livres ne se valent pas, mais on a un genre qui trouve un public. Et c'est ça le plus important. On a des genres qui existent sur les réseaux sociaux essentiellement, sur les plateformes participatives, mais qui trouvent ensuite un public, entre guillemets, dans le vrai monde, avec par exemple la New Romance, la Dark Romance, les Enemies to Lovers. Mais une chose est certaine, c'est qu'il faut voir ici le positif que l'on a dans cette histoire-là, c'est que ce sont des moyens, ce sont des genres littéraires qui permettent à un public initialement peut-être pas lecteur de découvrir la littérature. Et l'intérêt, est-ce que c'est pas plutôt d'avoir une majorité de personnes qui lisent plutôt que d'avoir des gens qui disent « nous on lit, vous ne lisez pas, nous on est les bons, on est les gentils, on est ceux qui savent, vous êtes les merdes ». Ça n'a strictement aucun intérêt cette vision-là. Donc il faut vraiment prendre le positif dans l'histoire. Et si vraiment on veut se rattacher au modèle économique à proprement parler de l'univers du livre, on peut peut-être évoquer le succès de BookTok, qui est un vrai phénomène au point où on a la maison mère de TikTok qui met en place des partenariats avec les éditeurs pour pousser certains ouvrages. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire qu'il y a un vrai public. Et je vais vous donner un exemple parce que le journal Le Monde a fait un article sur le sujet. Je vous lis l'extrait. Ce succès inespéré a aussi gagné l'autrice anglaise Tylee Cole pour son roman 1000 baisers pour un garçon. Lors de sa parution en format poche en 2018 en France, le livre n'avait été vendu qu'à 1000 exemplaires. Il a connu un regain d'intérêt après une vidéo devenue virale de la TikTokeuse française Victoire, nous les lecteurs, et a vu son tirage s'élever à 200 000 exemplaires en 2023. 200 fois plus grâce à une vidéo TikTok. Donc il y a un moment donné, il faut bien réaliser qu'il y a une vraie tendance de fond sur un public existant pour la lecture. Et dire juste par défaut « vous êtes des merdes, vous ne lisez pas, il y a tel groupuscule de la population qui ne lisent pas, ce sont des mauvaises personnes », à un moment, il faut grandir, à nouveau prendre les aspects positifs et se rendre compte que c'est faux et le mouvement de fond va plutôt dans le bon sens. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là, c'était quelques éléments qui nous agacent particulièrement sur l'univers des livres. Heureusement, ça n'est pas le cas tout le temps, heureusement, ça n'est pas la majorité, mais c'était bien de pointer ces quelques petits éléments parce que peut-être un jour, le monde évoluera et on corrigera ces petits points qui sont vraiment irritants pour tout un chacun. J'espère que vous avez aimé cet épisode, je pense qu'on pourra faire une deuxième édition parce qu'il y a d'autres éléments qui nous enquiquinent de temps en temps. Quoi qu'il en soit, si vous aussi vous avez des éléments auxquels vous avez pensé, n'hésitez pas à nous le dire. On vous encourage évidemment à vous abonner aux différentes plateformes de streaming sur lesquelles vous écoutez ce podcast, à nous mettre les 5 étoiles, c'est un petit geste rapide et gratuit mais qui nous soutient énormément pour référencer le podcast. Et bien sûr, je vous dis à très vite
pour un nouvel épisode d'Inspiration. Inspiration.